Chers amis de Befrovision, je suis content de partager un petit moment avec vous, avec Christiane Bouvard. Et aujourd'hui, on va parler d'histoire du Cateau-Cambrésis. Il y a longtemps qu'on n'en a pas parlé, à travers un petit peu tous les ouvrages qui ont été publiés au fur et à mesure des années. Alors, on en connaît évidemment certains, hein, les plus classiques, mais on va y aller dans le détail. Et puis, Christiane, elle pourra nous parler un petit peu de ces petites trouvailles. Alors, au Cateau-Cambrésis, l'histoire du Cateau, on peut parler de combien d'auteurs qui ont travaillé sur le sujet? D'abord, merci à Befrovision de m'avoir invité, parce que Befrovision a toujours été associée aussi à l'histoire locale. Oui, on a toujours fait. Oui. Alors, pour connaître l'histoire locale, il y a bien sûr les ressources en ligne maintenant, de plus en plus, mais tout n'est pas encore en ligne. Hein. On est dans une période de transition. Mais ça commence. Donc, ça commence, oui, et ça progresse très vite et très bien, je trouve. Hein. Mais donc, les ressources écrites, les livres, ce sont essentiellement des livres importants qui ont été écrits à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, hein, les années 1890, 1900, 1940, 50. Hein, c'est un temps fort pour l'histoire locale. Et bien, on va évoquer donc 3 grands historiens dont les noms sont bien connus de certains au Cateau. C'est le docteur Chloé, hein, l'abbé Mérès, peut-être le plus connu, qui est le plus connu, et le docteur Tison. Voilà. Je les ai mis dans l'ordre de parution chronologiquement, voilà, de leurs écrits. Pour ne pas mettre un au-dessus de l'autre. Voilà. Alors commençons par Chloé. Hein. Alors il a un très joli prénom, je crois. Il s'appelle Damase. Damase Chloé, c'est joli. Je ne le connaissais pas, son prénom. À l'état civil, d'ailleurs, il est orthographié Damas sans E au bout. Mais le prénom Damas prend un E. Alors, je vais essayer un peu de me renseigner sur lui. Bon, je n'ai pas trouvé grand-chose, hein, mais il est né à Or, une commune que tu connais bien, n'est-ce pas? Mais on peut dire aussi qu'il est né au Pomereuil, parce qu'en fait, il est né en 1853 à Or, et la rue où il est né, où ses parents résidaient, a été rattachée ensuite à la commune du Pomereuil. Donc on peut dire à la fois qu'il est de Or et du Pomereuil. Hein. Donc il a été médecin adjoint de l'hôpital du Cateau, et il a la particularité d'être parent avec une autre célébrité qui s'appelle François Stanislas Chloé, qui devait être son frère, je pense, qui était un chimiste et un pharmacien, et j'ai eu la surprise de découvrir que c'était un grand scientifique, parce qu'il était cofondateur de la Société française de chimie et un des pionniers de la chimie analytique. Il a un très bel article dans Wikipédia, hein, donc c'est un grand scientifique, donc une famille cultivée, érudite, et il publie en 1895 un livre qui s'appelle « Études historiques sur le Cateau-Cambrésis ». Très bien, mais il faut lire la suite du titre, « Avant et pendant la Révolution ». Ouais. Hein, donc c'est essentiellement une étude du Cateau entre 1789, début de la Révolution, et 1795, c'est la fin de la première partie de la Révolution. Hein, étude donc détaillée. Donc étude intéressante, dans laquelle on apprend énormément de choses. Oui, parce que, alors, il faut aussi ajouter qu'une grande introduction, c'est pratiquement le tiers du livre, l'introduction, elle est consacrée à un tableau du Cateau, à une description de comment se présentait la ville avant la Révolution, sous l'Ancien Régime, sous la monarchie française. Donc. Alors on a les bâtiments. Avec les églises. Voilà, les églises. Les églises. Il y en avait plusieurs. Hein. On apprendra qu'il y en avait une sur la place Verte, peut-être, par exemple, complètement disparue. L'abbaye bénédictine de Saint-André, la riche abbaye bénédictine de Saint-André, et puis les différentes institutions, la manière dont la ville fonctionnait d'une manière très originale. Est-ce que vous savez où il a été prendre ses sources ? Alors, les 3 personnages que nous avons évoqués, le docteur Chloé, l'abbé Mérès, le docteur Pierre Tison, ils ont un point commun. Eh bien tous les 3, c'était des latinistes. Et ils pratiquaient et ils maîtrisaient le latin. Donc, important pour pouvoir étudier les textes. Pour l'histoire ancienne, jusqu'au XVIe siècle, pratiquement, tous les documents sont en latin. Donc, on ne peut pas étudier les sources originales, les archives, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle si on n'a pas une maîtrise du latin.
Et tous les trois étaient des érudits qui se sont vraiment penchés sur cette étude quand même assez aride et difficile et de haut niveau, je dirais. Hein. Est-ce qu'on peut savoir s'ils se sont renseignés au niveau local, au niveau des archives du Cateau, ou est-ce qu'ils se sont renseignés auprès du département, aux archives plutôt départementales ou nationales? Oui, d'abord bien sûr les archives catésiennes, mais aussi les archives départementales, surtout de Lille, et surtout aussi les archives du diocèse, les archives religieuses. Parce que le Cateau, c'était quand même la propriété, de même que tout le Catésie d'ailleurs, c'était une propriété personnelle de l'archevêque de Cambrai. Hein, donc tout se trouvait à Cambrai, à l'archevêché. Et puis ils sont allés plus loin aussi, quelquefois, même à Paris pour certaines sources, ou à Mons aussi. Sont vraiment des historiens qui tiennent la route. Qui ont fait un boulot travail. Un énorme travail, oui. Le deuxième, donc après Chloé. Oui, alors après Chloé, c'est la même génération d'ailleurs, Chloé 1895, eh bien c'est le doyen Émile Mérès. Émile Mérès, donc doyen du Cateau, qui lui va publier en 1904 et en 1906. Alors, devant toi Bruno, une petite fiche où j'ai retrouvé un petit peu la carrière ecclésiastique de l'abbé Mérès. Né à Saint-Hilaire le 27, alors en 1852, 27 août. Oui. Donc ordonné prêtre le 29 juin 1879, il était professeur à Saint-Jean, vicaire à la métropole de Cambrai, curé de Poix-du-Nord, doyen du Cateau, le 20 octobre 1806, chanoine honoraire de la basilique métropolitaine. Il va décéder le 18 septembre 1918 et il avait été administré par les sacrements de Notre-Mère, la Sainte Église. Donc ça, c'est un petit document qui était distribué par l'Église. C'était un grand personnage de l'Église, on peut dire. Bon, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié. Alors, on a eu 2 éditions. Voilà. Alors, en 1904, donc, première édition de son livre, il part des origines de l'histoire du Cateau, sous l'Antiquité, au temps des Gaulois, enfin, pour ce qu'on en sait, parce qu'on n'en sait pas grand-chose, ces époques lointaines. Et il s'arrête à la Révolution. Et 2 années plus tard, en 1906, donc seconde édition, tout ça est édité à Cambrai, et on pourrait penser logiquement que c'est le 2e tome, puisque non, pas du tout. En fait, il va reprendre le 1er tome en le simplifiant, en l'élaguant, mais je dois dire qu'il est beaucoup plus agréable à lire, le 2e tome, que le premier. Le premier, c'est un peu aride quelquefois, il faut vraiment avoir envie de le lire. Le 2e tome se lit plus facilement. Donc, il reprend le premier sous une forme résumée, avec moins de détails forcément, et il ajoute une 50aine de pages sur le 19e siècle. Voilà. Avec un complément. Avec un petit complément. Alors, ces 2 éditions ont été abondamment rééditées. Au départ, c'était par le comité des orgues de l'Église, présidé. Il y avait M. Labouret à l'époque, impliqué dans cette édition. Et le 2e tome a été également réédité, d'ailleurs avec le travail de la médiathèque municipale à l'époque. Et voilà. Donc, et depuis même, je crois qu'il y a eu d'autres rééditions, donc c'est diffusé quand même assez couramment. Mais je dois dire que les 2 textes, aussi bien celui du docteur Chloé que de l'abbé Mérès, sont disponibles en ligne sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est bien, donc de chez soi. Voilà. Pardon, pas l'édition de 1904. Non, c'est uniquement l'édition de 1906. Uniquement la 2e édition, oui. Oui, bon, je pense qu'elle le sera un jour ou l'autre, c'est en cours, en route. Alors, Chloé Mérès, je dirais, c'est 2 historiens un peu différents, parce que j'ai vu que le docteur Chloé, je crois que c'est en 1898, il devient président du comité républicain du Cateau. C'est un républicain, c'est un laïc engagé, et dans son ouvrage sur la Révolution, il magnifie un petit peu la Révolution. Il en donne une image quand même très positive, un petit peu idéaliste quelquefois. Donc c'est bien d'avoir les 2 versions finalement. Voilà, tandis que l'abbé Mérès, lui, va insister sur le rôle de l'Église et surtout de l'abbaye bénédictine de Saint-André.
et faire l'impasse sur des sujets un peu qui l'embêtaient, comme la révolte protestante de 1566. Bon, voilà. Elle n'est pas passée. Voilà. Alors les deux se complètent, c'est extraordinaire. Pour les historiens, il faut découvrir les deux. Bon, il faut rappeler que l'époque 1890-1900, l'Église et l'État étaient en conflit. Tout à fait. Ça va un petit peu se résorber, se résoudre avec les lois de 1906 sur la séparation de l'Église et de l'État. Est-ce que l'abbé Mérès a publié ces deux recueils suite à la décision partout en France, on demandait aux archevêques que chaque prêtre fasse dans son village un état du village. Est-ce que c'est à cette époque-là ou pas ? Tout à fait, c'est à la demande de l'archevêque. Oui. Donc c'est un document qu'on lui avait demandé au départ, mais finalement de manière très très scientifique, très sérieuse, oui. Et un petit peu après, d'ailleurs, en 1899, l'instituteur, un enseignant du Cateau, va également ressortir une histoire du Cateau, mais là à la demande de son inspecteur. Donc c'est la réponse à l'archevêque. Mais alors notre instituteur, là, il est allé un peu dans la facilité parce qu'il a plus ou moins recopié le livre du docteur Chloé. Ouais. Bon, il n'a pas eu le temps de faire une étude, évidemment. Donc ça ne l'intéressait pas trop, mais il s'est dit je vais me plier aux exigences des supérieurs et puis en reprenant. Voilà. Troisième personnage important. Pierre Tison. Docteur Pierre Tison, je pense qu'il y a encore beaucoup de cathésiens qui doivent se souvenir de lui, parce qu'il a travaillé au Cateau. Tout à fait, il est enterré au Cateau d'ailleurs. Voilà. Alors lui, il s'est attaqué à une histoire du Cateau, donc qui part des origines et qui s'arrête en 1944 à la libération du Cateau. Mais son ouvrage, malheureusement, il n'a pas eu le temps de le terminer. Il n'est pas paru. Ouais. Il est resté à l'état d'ébauche. On appelle ça un tapuscrit. C'était dactylographié à la machine à écrire sur des fines feuilles de papier pelure. Et ce n'est pas l'ouvrage achevé. Mais la médiathèque a eu la chance d'en obtenir une copie. Il en existe une autre à Lille. Ce sont les seuls. Puisque le livre n'est pas paru, et il a été photocopié dans un premier temps, et dans un deuxième temps mis en ligne. Donc on peut le consulter, l'intégralité de ce texte, qui a été retranscrit pour être mis en ligne, ça a été un énorme travail, et tout ça est consultable désormais très facilement. Et ça c'est important, parce que c'est une mine d'informations. Oui. Alors on ne connaît pas forcément ses sources. C'est pas toujours très clair parce que, alors il écrivait très bien Tison parce qu'on a des articles du docteur Pierre Tison notamment sur Fénelon. Il avait un très beau style, c'était très travaillé, très soigné. Mais là c'est le brouillon. Oui. Donc on l'a retranscrit tel quel en ajoutant un petit peu de ponctuation quelquefois et puis des majuscules, mais en le gardant vraiment tel quel. Et malheureusement il est décédé, il avait à peine 50 ans quand il est décédé, un petit peu prématurément. Voilà, mais il avait fait d'autres articles où il écrivait très très bien. Alors, l'intérêt de son texte, c'est strictement chronologique, pratiquement année par année. Et je pense qu'il a la réputation justifiée d'avoir dépouillé toutes les archives existantes. Il avait un réseau de correspondants locaux. On a retrouvé de lui des très belles lettres, parce que nous avons également ces brouillons à la médiathèque dans les archives. Et on a trouvé des très belles lettres à des érudits locaux pour demander des précisions sur tel ou tel personnage. Et il était d'une culture très très grande, le docteur Pierre Tison. Donc si les gens qui nous regardent, ils ont le temps, que ce soit l'abbé Mérès ou Chloé, il y a de quoi faire. Et on peut consulter ces ouvrages en bibliothèque. Voilà, on peut les consulter sur place, les emprunter pour les rééditions, s'ils sont disponibles, ou les consulter en ligne. Alors quand même, un petit bémol quand même. L'histoire, elle est toujours en train de se faire. Elle n'est pas finie. Ces historiens ont travaillé selon les critères de leur époque. Alors, ils se sont intéressés essentiellement aux grands personnages, aux guerres, aux événements un petit peu extérieurs qui ont impacté le Cateau.
Hein, mais il y a finalement très peu de choses sur les activités, sur la vie des gens, sur les industries, sur le commerce, sur tout un tas de sujets maintenant qui nous passionnent et on est un peu frustré de ne pas avoir... sur l'histoire des commerces, l'histoire de politique, entre guillemets, tout ça c'est passé à côté. L'histoire surtout des usines, je pense, de l'économie du Cateau, hein, de comment ça fonctionnait. C'est une histoire quand même de grands personnages, hein, mais ça nous donne la trame historique. Et c'est une base. Et puis, bon, Tison parle quand même parce qu'à la fin de son histoire, j'ai dit qu'elle s'arrêtait en 1944, il était témoin. Il a été témoin pendant la Première Guerre mondiale, il a été témoin pendant la Seconde Guerre. Donc on a aussi des anecdotes, on a du vécu. Hein, il y a des très belles anecdotes, très éclairantes finalement sur ce qui se passait au Cateau et dans les environs d'ailleurs, dans ces années-là. Alors, à côté de ces trois auteurs, il y a d'autres personnes qui ont écrit sur l'histoire du Cateau. Oui, bien sûr, il y a eu de nombreux articles, de nombreux livres, bon, moins importants en volume, mais très, je pense par exemple, on a un certain Julien Duvivier qui était spécialiste des remparts, qui avait fait une très belle étude aussi sur les remparts. Mais bon, je vais simplement en citer deux, parce qu'il faudra refaire une autre émission hein, pour les présenter. Deux petits opuscules qui sont conservés dans les fonds de la médiathèque et qui eux aussi sont disponibles en ligne sur Gallica. Alors on a un livre d'Adolphe Bruyel qui était un Cambrésien. Ça s'appelle « Le précis chronologique et statistique sur la ville du Cateau-Cambrésis ». C'est paru en 1845, donc avant, et c'est pas gros, hein, c'est un tout petit opuscule, mais ça présente vraiment une vision de la ville à cette époque. Et il y a un plan d'ailleurs, il y a un plan qui se déplie un peu. Et c'est une vision très résumée, mais bien documentée, franchement. Adolphe Bruyel était un historien tout à fait sérieux. Reconnu. Voilà. Et l'autre, c'est André Deloffre, qui a écrit un autre opuscule, c'était pour la Société d'émulation de Cambrai, en 1912, Le Cateau à travers les âges. Alors c'est aussi un petit tableau du Cateau très pertinent, juste avant 1914. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a un chapitre en particulier sur les remparts qui explique très bien le système défensif du Cateau, voilà. Je voulais citer ces deux-là parce que c'était vraiment... et puis ils sont d'une lecture agréable, je dirais. Oui, une lecture tout à fait agréable. Après, Jadis en Cambrésis, on ne peut pas ne pas soulever cette belle brochure. Oui. Alors, avant de citer Jadis, je vais citer aussi une autre ressource qui est en ligne uniquement. Ce sont la monographie du Cateau et d'ailleurs des 17 communes autour du Cateau, de ce qu'on appelle le pays de Matisse ou le Catésie, comme on voudra. Alors ça a été écrit, je l'avais déjà un petit peu évoqué à travers l'Instituteur du Cateau, en 1899. Hein, et pour le 1900, en fait, à la demande de leur inspecteur, chaque instituteur avait dû rédiger l'histoire de sa commune. Donc on a vraiment une photographie de la région en 1900 pratiquement. Hein. Et cet important manuscrit, parce que c'était des cahiers qui ont été reliés, c'est un énorme livre, hein, très important, ça fait comme un gros dictionnaire, a pu être acquis par la médiathèque difficilement parce qu'il était proposé à la vente, mais c'était très cher. Et tu t'en souviens certainement, mais les amis du Catésie et les amis du musée avaient participé. Et donc, par la suite, on a pu valoriser ce document en le restaurant déjà, et puis en le mettant en ligne. Donc, l'intégralité est disponible en ligne. Voilà. Alors, les amis du Cambrésis, depuis 1978. La revue Jadis en Cambrésis. Que tout le monde connaît. Créé par Géry Herbert et continué actuellement par ses deux filles, Geneviève et Clotilde. Tout à fait. Voilà. Et avec à chaque fois, donc là actuellement on a 3 numéros par an, toujours la même couverture rouge, bien connue, 5-6 articles. Et de, là, j'ai amené le dernier, temps en temps, il y en a un sur le Cateau. Oui, dans le dernier d'ailleurs, on a la fin d'une série d'articles de Pierre Desmarais sur le cimetière international.
très beaux articles et qui racontent une histoire vraiment étonnante de ce cimetière tout près de chez nous et qu'on ne connaît pas toujours, qu'on ne connaissait pas. Voilà, alors des articles très variés dans Jadis en Cambrésis, sur tous les sujets, l'histoire ancienne, les personnages. Toujours bien illustrés. Très bien illustrés, voilà. Pierre Desmarais est allé nous rechercher des personnalités méconnues du XIXe siècle. Et puis on a aussi des articles sur les villages, sur les coutumes, le patois. Hein. Tout le patrimoine, mais vraiment dans tous ses aspects, les fêtes, le commerce, les industries, les usines aussi. Hein. Donc tout ça est disponible à la médiathèque, la collection complète. Bon, c'est très modique, ça coûte 6 € le numéro, c'est vraiment pour rien, je dirais, vu la qualité du contenu. Et puis depuis 1978, ça fait une sorte d'encyclopédie Tout à fait. historique du Cambrésis et du Cateau. Il y a beaucoup d'articles sur le Cateau. Et à la médiathèque, ils ont fait un travail tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont indexé tous les articles. Et avec le moteur de recherche sur le site, on peut facilement interroger. Si par exemple un village vous intéresse, vous tapez le nom du village et vous avez tous les articles qui sont parus. Voilà, sur ce village. Ça, c'est un travail vraiment très intéressant qui permet de satisfaire toutes les curiosités. Hein, et ça continue. Ça continue, alors on va évoquer peut-être le prochain numéro. Alors. Avant, oui, peut-être avant. On va peut-être en parler un petit peu. Quand même. Hein. Christiane est intervenue, puis je crois qu'on peut féliciter ce travail. Alors, je ne me souviens plus de l'année, c'était peut-être 2004, peut-être, je ne sais plus. Voilà, un éditeur est venu au Cateau et nous proposait donc de faire un livre sur l'histoire du Cateau. Alors là, plutôt un panorama du Cateau entre 1850 et 1950. Hein, on a à peu près un siècle d'histoire à travers la carte postale et la photographie. Alors on s'est mis au travail au sein des Amis du Catésie. Hein, et on va ici évoquer quelques figures vraiment très chères qui ne sont plus malheureusement. Ton papa en premier, Gaston, qui a participé. Et de même que Émile Bontemps et Robert Moguet, hein, qui étaient tous les trois d'ailleurs des piliers, on peut dire, de Beffroi Vision. Alors nous avons choisi les documents à partir des collections de la médiathèque, puisqu'il y avait 2 photographies par page, avec juste quelques lignes d'explication. Hein. Et c'est un livre qui est toujours en vente, hein, j'ai remarqué. Je crois qu'à l'Office de tourisme, ils en ont encore. Oui, il a gardé sa pertinence. Alors il s'arrête dans les années 1950 avec la création du musée. Hein, mais c'est un très bel, très bel ouvrage. C'est agréable à consulter. Qui est facile à lire et puis paraît très très bien illustré. Donc, voilà, et qui présente vraiment tous les aspects. Ça parle aussi des 2 guerres mondiales, des fêtes, de choses quand même très variées. Voilà. On ne pourrait pas ne pas le citer quand même. Ah non. Alors, je voulais évoquer aussi le prochain numéro de Jadis en Cambrésis pour terminer. Alors Septembre, donc un article sur le Cateau et un article très important, la libération du Cateau en septembre 1944 par les Américains. Donc, récit du docteur Pierre Tison, témoin de l'événement. Hein, ça raconte la dernière semaine d'occupation nazie, donc le départ précipité des Allemands, l'arrivée, une époque très riche pour l'histoire, très dramatique, et racontée de manière très vivante par Pierre Tison. Voilà, oui. Et puis avec les photos, en plus, on est allé puiser dans les fonds photographiques de la médiathèque, donc des photos vraiment importantes, montrant les chars américains. Qui montrent la place. L'arrivée des Américains, oui. Un grand moment de l'histoire. Et puis en plus, c'est vraiment d'actualité. Voilà, c'est pour ça que ce numéro va intéresser beaucoup de catésiens. Donc disponible à partir du mois de septembre en librairie, je suppose également à la bibliothèque pour un prêt. Oui, bien sûr, oui. Oui, je crois que la bibliothèque va d'ailleurs aussi exposer des photographies aussi. Vous avez fait une petite exposition. Oui, des photographies qui sont rentrées récemment. Sont des documents. L'histoire, elle est toujours en train de se faire, en fait. Hein. On est loin d'avoir fini.
Il y a beaucoup de sujets. Je parlais des usines et du commerce. C'est l'histoire de demain qui commence à arriver avec des nouveaux documents. Parce que les archives, on peut préciser aussi que les archives, ce sont des documents officiels émanant des autorités, mairies, départements, États, etc. Mais à côté, il y a tous les établissements privés qui ont également leurs archives, mais qui ne sont pas trop accessibles ou difficilement accessibles. On a la chance au Cateau d'avoir pu récupérer pas mal d'archives sur les usines Seydoux. D'ailleurs, prochainement, la commune va faire l'acquisition de nouveaux documents. Qui s'enrichit régulièrement par des donations, qui va être enregistré officiellement et présenté en juillet. Donc grâce à cette association de la famille Seydoux, qui continue et qui... Les excellents liens qui sont établis aussi avec la médiathèque. Et puis, ça suscite des recherches, puisqu'il y a eu une thèse absolument extraordinaire de Sylvie Gabet sur les usines Seydoux. Et un scoop, peut-être que Sylvie Gabet, qui était partie aux États-Unis, est revenue en France, et peut-être qu'elle va reprendre d'autres recherches sur les Seydoux. Alors, ça serait vraiment une excellente nouvelle pour découvrir cette histoire un peu méconnue. Cette thèse, est-ce qu'elle est disponible en bibliothèque? Elle est à la bibliothèque, oui. Alors je précise qu'il y a quand même 3 gros volumes. Oui, tout à fait. C'est une thèse, c'est quand même quelque chose d'important. Mais l'association envisage la réédition d'un petit opuscule qui était paru suite à l'exposition du Cateau. Donc il va être réactualisé, enrichi, et normalement l'année prochaine, on devrait avoir une nouvelle version. D'accord. Donc toujours l'histoire qui s'améliore. Et je trouve que beaucoup de gens s'intéressent à l'histoire. Il y a un goût pour l'histoire. On voit les émissions de Stéphane Bern qui sont très suivies. On voit cette curiosité des gens, les randonnées aussi qui proposent des parcours sur les traces des grands événements. C'est important. Ça marche très très bien. Et c'est très intéressant. Donc si on résume, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de la commune, soit qu'il va à la bibliothèque pour emprunter les livres, s'il veut rester chez lui, eh bien en ligne, il pourra accéder à quasiment tous les documents. Malheureusement, il n'existe plus d'associations qui font revivre un petit peu le patrimoine. Malheureusement, il y a un manque d'effectifs. Mais qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux gens qui nous regardent et qui s'intéressent au patrimoine? D'être attentif à l'actualité, tout simplement, à travers Beffroi Vision, à travers La Voix du Nord, à travers les réseaux sociaux, à travers surtout aussi les offices de tourisme qui proposent régulièrement, je pense aux visites de souterrain par exemple, parce que la visite de souterrain c'est une plongée dans l'histoire du Cateau, et Thierry Langrand nous fait des visites qui sont extraordinaires. Sur cette visite, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, mais on en apprend sur toute l'histoire du Cateau au cours de cette visite. Il y a pendant les vacances, il y a des randonnées, il y a la maison Wilfrid Owen qui propose régulièrement aussi des expositions, des promenades en forêt. C'est toujours l'occasion d'évoquer des éléments du patrimoine, c'est d'en apprendre et puis d'avoir envie d'en apprendre plus. Alors là, on peut aller explorer un petit peu ce qui est disponible en ligne. Il y a beaucoup de choses à découvrir. On espère que cette émission vous a plu. Peut-être que ça va donner envie à certaines personnes qui nous regardent de s'intéresser plus à l'histoire du Cateau-Cambrésis. Madame Bouvard, merci d'être venue, et puis il y aura d'autres numéros plus tard sur d'autres sujets. Oui, écoutez, pendant cette émission, il m'est venu l'idée d'une suite. Alors, d'une suite à travers non pas les textes et les écrits, mais les images, les représentations, les gravures sur l'histoire du Cateau, les plans, les portraits, voilà, tout ce qu'on appelle en termes d'histoire l'iconographie, ce qui est très demandé actuellement parce que si on met des documents en ligne, il faut de l'image surtout aussi. Puis ça nous en apprend beaucoup sur le passé de la ville. Donc on a la chance dans les collections de la médiathèque de disposer d'un certain nombre de très belles gravures et je crois qu'il serait possible peut-être d'en faire un jour la présentation des plus beaux éléments. Très très bien. Merci beaucoup, et puis on vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt.